Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Merci d'être avec nous. Voici l'image du jour, celle de Joël Wakanumune, le milieu récupérateur des Kagou au stade de Yoshida à Kone. Ici, à la lutte avec un joueur néo-zélandais, Joël Wakanumune, le symbole d'un groupe combatif solidaire qui n'aura jamais été impressionné par l'ogre kiwi. Les enfants à l'honneur aujourd'hui, à l'occasion de la journée des droits de l'enfant, le centre médico-social de Païta proposait pas moins de 11 ateliers. Objectif, sensibiliser les familles aux droits de l'enfant. Reportage et vous verrez que les enfants ont le droit de dire non. Aujourd'hui, mercredi pédagogique, les enfants sont à la maison, mais pendant ce temps-là, que font les enseignants? 191 instituteurs étaient à Kone ce matin. Nous nous sommes glissés parmi eux pour voir comment ils tirent profit de ce jour sans classe. Vendredi, le groupe de musique JVDK va souffler ses 20 bougies au site de la foire de Thio. Alan Lyon, le leader du groupe JVDK, nous ouvre les portes de son univers. Il nous racontera comment le groupe a débuté et avec quels instruments ils ont fait leur première répétition. Mesdames, Messieurs, mais avant de développer ces titres, cette information tombée à l'instant dans un communiqué du procureur de la République, Alexis Bouroz. Ce matin, à Nouméa, 2 hommes suspectés d'être impliqués dans l'accident qui a coûté la vie à Mathilde Molina ont été interpellés. Je vous le rappelle, Mathilde Molina, cette jeune femme avait été fauchée par une voiture sur Lansvata le vendredi 19 août à 4h30 du matin. Le conducteur du pick-up avait pris la fuite. Des appels à témoins avaient été lancés pour retrouver le chauffard. Mathilde Molina est décédée il y a 2 semaines à l'âge de 24 ans des suites de ses blessures dans l'hôpital d'Annecy en France. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, à l'occasion de la journée des droits de l'enfant, le centre médico-social de Païta a proposé pas moins de 11 ateliers. Ces ateliers, les enfants devaient le faire avec les parents. Et puis l'objectif, c'était de sensibiliser les familles des droits de l'enfant. C'est un reportage sans commentaire signé Falaï Wedro. Être écouté. Je pense qu'il... Ah non, être écouté des adultes. Et pouvoir leur dire... Regarde ce que c'est. C'est important ça. Pouvoir leur dire... Qu'est-ce que tu aimes? Non. Voilà, pouvoir dire non. Tu sais que tu as le droit de dire non? Ouais. Et de dire ce que tu penses. Super. Il veut finir. Alors te perturbe, excusez-moi. Alors l'idée c'est de proposer aux familles d'avoir un temps de partage en fait, et de sensibiliser aussi bien le parent que l'enfant autour de cette question des droits des enfants. Donc si effectivement l'enfant est tout seul, il profite un peu moins bien de ce moment d'échange où papa ou maman vont pouvoir dire aussi des choses de la manière dont ils voient l'éducation, les droits des enfants, mais aussi les devoirs, puisqu'il est aussi question de ça sur cette journée. Vous allez prendre chacun des objets et après vous allez essayer de faire le bruit que ça fait. Et vous allez essayer de deviner, après on va cacher et vous allez essayer de deviner quel bruit, c'est quel objet qui a fait le bruit. D'accord ? C'est bien, c'est bien. Bon, c'est trop facile, je fais deux en même temps. Comme je suis la maman des 2 garçons, je suis venue accompagner mes 2 enfants, comme c'est la journée des droits de l'enfant, et comme c'est important pour les enfants, pour rappeler les droits de l'enfant. Voilà, comme c'est important de passer du temps avec les enfants, je préfère les accompagner. Je suis venue ici, c'est juste pour apprendre des instruments. Je pense que c'est important d'avoir ce genre de journée. Oui, parce que c'est pour s'amuser. Cette année, vraisemblablement, il y a pas mal d'adolescents, le public qu'on n'a pas forcément habituellement, donc oui, on est forcément content de tout ça, quoi.
Voilà, c'était la journée des droits de l'enfant qui a été célébrée donc par la commune de Païtassi. Elle a décidé de la faire aujourd'hui, cette journée des droits de l'enfant. Il faut savoir que dans le monde, cette journée est célébrée plutôt le 20 novembre. Alors, la journée mondiale des droits de l'enfant, qu'est-ce que c'est? Voici la réponse de Clémence Losserand. La Convention internationale des droits de l'enfant est adoptée il y a 27 ans, le 20 novembre 1989 à l'ONU. Pour la première fois de l'histoire, un texte international reconnaît explicitement les moins de 18 ans comme des êtres à part entière, porteurs de droits fondamentaux. La Convention comprend 54 articles en tout, énonçant notamment le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité, le droit d'aller à l'école, le droit d'être soigné et nourri correctement, le droit d'être protégé de la violence et de la maltraitance, le droit de ne pas faire la guerre et de ne pas la subir, le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé, le droit de jouer et d'avoir des loisirs, le droit de s'exprimer librement. Cette convention est l'aboutissement d'un long processus, impulsé en 1923 par l'Union internationale de secours aux enfants. Aujourd'hui, la convention a été ratifiée par 193 États, ce qui en fait le traité relatif aux droits humains le plus ratifié de l'histoire. Les enfants et leurs droits, on en parle également dans le Web du Pacifique, préparé par Stéphanie Marlier. En Australie, de manière générale, les enfants australiens sont privilégiés quant au respect de leurs droits. Petite nouveauté l'an prochain dans l'état de Victoria, le Respectful Relationships. Il s'agit d'un programme scolaire qui a pour but d'encourager l'égalité des genres afin d'aller à l'encontre des stéréotypes de notre société. Un programme avant-gardiste basé sur la tolérance et la prise de conscience pour faire évoluer les mentalités dès le plus jeune âge. Direction à présent le Vanuatu, où les enfants n'ont pas tous accès aux soins. La cause est le découpage du territoire en une multitude de petites îles, le manque d'infrastructures et de personnel de santé, ainsi qu'une mauvaise qualité de l'eau. Cela explique pourquoi le Vanuatu a un taux de mortalité infantile relativement élevé, soit 16 pour 1000. Envolons-nous à présent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où se déroule actuellement la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA. Cette coupe permettra certes de voir en action les meilleures jeunes footballeuses de la planète, mais servira surtout de campagne de sensibilisation destinée à mettre fin aux violences à l'encontre des femmes et des enfants. Un petit clin d'œil à ce pays où le droit des enfants est bafoué. Des enfants qui sont déscolarisés à cause de la pauvreté, qui n'ont pas accès aux soins et qui sont victimes de châtiments corporels. Un pays où les actes de violence envers les femmes et les jeunes filles sont considérés comme normaux. Cette campagne tombe à pic. Enfin, direction le Japon qui fait figure de bon élève en matière de droits de l'enfance. Cependant, malgré cette image idyllique, c'est loin d'être le cas. En effet, 15% des Japonais vivent aujourd'hui dans le dénuement. C'est un pays où les discriminations de genre et raciales sont bien ancrées dans les mœurs, qui a un système éducatif tellement élitiste que cela oblige les enfants dès la maternelle à travailler très dur. D'ailleurs, certaines écoles maternelles recrutent sur concours. C'est pourquoi certains enfants voient dans le suicide leur seul échappatoire. Le droit des enfants, ils ont aussi le droit d'aller à l'école, mais aujourd'hui, mercredi 16 novembre, eh bien, ils avaient le droit de ne pas aller à l'école, tout simplement parce que c'était mercredi réunion pédagogique. Alors, certains élèves primaires, certains élèves sont restés à la maison, mais vous êtes-vous déjà demandé que font les enseignants lorsque les enfants restent à la maison? Je vous propose de regarder ce reportage sans commentaire d'Océane Zobler. Ça se passe dans l'école primaire de Théari à Koné, où 191 enseignants se sont donnés rendez-vous. Reportage. Je vous invite à rejoindre votre salle. Voilà, c'est l'heure du deuxième atelier. Alors nous allons voir l'atelier qui s'appelle Comparons nos langues, qui permet aux enseignants qui ont dans leur classe des locuteurs d'une langue kanak de travailler plus en profondeur les différences syntaxiques ou de concepts entre la langue française de scolarisation et leur langue qui peut être maternelle. Indien, c'est pas pareil. Ici, on va retrouver la même structure. C'est le indien qui dit VOS. Donc ici, moi j'ai mis un exemple ici dans ma langue, donc la langue Yuanga
parler à Uruguay et Gomen. On a tendance à pointer l'erreur en français lorsqu'on se dit, les enseignants ils se plaignent, ouais, l'enfant il a écrit telle phrase, c'est mal écrit, c'est mal dit et tout. Justement, c'est sur ce point-là que moi je voulais insister, c'est que ce qui semble être une erreur pour ces enseignants-là n'est pas forcément une erreur puisque c'est exactement la structure qu'on retrouve en langue kanak. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa langue? La structure en langue, elle est différente de la structure française. Tout à fait, parce que le déterminant possessif en langue n'existe pas. Il est remplacé par une préposition. Puisque dans mon école de Bobo, il y a forcément plus d'enfants non locuteurs et qui ont besoin d'une démarche d'apprentissage qui ne sera pas la même que celle d'un enfant locuteur du français. Et puis moi je vais aller voir Monsieur Sabatier qui propose quelque chose de très intéressant à partir de la musique. Un enseignant mis en valeur, c'est aussi un enseignant qui s'implique. Et un enseignant qui s'implique, c'est forcément des élèves qui apprennent mieux. Et donc ma première impression, elle est très positive. Je vois des enseignants heureux qui découvrent des choses, qui me semblent intéressés et vont très certainement repartir d'ici avec plein de nouvelles idées à mettre en œuvre. Et donc ça va très certainement apporter une plus-value à l'enseignement qui est dispensé aux élèves de la 5e circonscription. Donc c'est la côte ouest, plus Pueblo de la province nord. C'est la génération Y, qui a des écouteurs tout le temps là. Ça vous dit quelque chose, génération Y, non? Et il y a la génération X, c'est-à-dire que quand on montre une photo à des bébés, maintenant il la touche, par exemple c'est tactile. Et donc ces enfants sont beaucoup plus sollicités que nous l'étions, enfin, je veux dire par des stimuli visuels, des alertes, des propositions d'action immédiate, ça s'appelle en termes d'attention. Et bien nous, notre moyen d'être compétitif, c'est de capter l'attention. Donc moi, je vous propose de passer par la musique pour capter cette attention. Alors on quitte les enfants et on quitte l'école pour enchaîner avec la politique et ce pré-scrutin qui est inédit à droite pour la présidentielle 2017. Pour la première fois de son histoire, la droite organise une primaire ouverte au centre pour désigner son candidat à la présidentielle. 7 candidats en lice, Jean-François Copé, donc de gauche à droite et de haut en bas, Jean-François Copé, François Fillon, Alain Juppé, Nathalie Kosciusko-Morizet, Bruno Le Maire, Jean-Frédéric Poisson et Nicolas Sarkozy. Le scrutin, c'est dimanche pour nous, la Nouvelle-Calédonie. Au pays, 48 bureaux de vote, je vais y arriver, seront répartis et seules les personnes inscrites sur la liste électorale générale pourront donc y participer. Alors, que représente ce scrutin pour les Calédoniens? Voici un élément de réponse avec Maurice Panga et c'est l'interview du jour. Quel est l'intérêt pour les Calédoniens de voter? La première chose qu'il faut dire, c'est que on est une collectivité de la République française. Donc tout ce qui est vie politique, action politique, nous devons participer à cela parce que nous sommes affiliés à des groupes politiques en France. Donc nécessairement, on doit participer à cette vie politique de la nation, de la République. Et deuxièmement, pour la Calédonie, c'est important que les Calédoniens participent à la désignation de ce candidat de la droite et du centre pour ces élections de 2017. C'est nécessaire parce que ce nouveau président prendra des actes, donnera des orientations pour la Nouvelle-Calédonie et c'est quand même important que les Calédoniens, participent à cela. Qu'est-ce qui va changer ici selon les candidats? Je pense que le candidat qui sera choisi en 2017 accordera une grande importance pour la Nouvelle-Calédonie parce que la collectivité de la Nouvelle-Calédonie est quand même, une collectivité, très fragile dans la République, où il y a un processus d'émancipation, il y a un processus qui conduit à la sortie de l'accord de Nouméa. Donc c'est un processus
important, c'est une collectivité très importante pour la République et ils doivent être vigilants et faire attention à ce que les choses se passent bien en Calédonie. C'est pour ça que, voilà, c'est ça qui est important pour la Nouvelle-Calédonie. Alors en soutenant des candidats différents, est-ce que vous n'avez pas peur que la droite se divise? C'est le risque qu'il faut éviter. Mais selon les déclarations des uns et des autres au début de la campagne, je pense que voilà, il y a cette crainte de division. Et je pense que c'est pour cela aussi qu'il y a cette charte de l'alternance que chaque électeur doit signer. Je pense que c'est une... comment dire, ce sont des jalons qu'on pose de manière à ce qu'au deuxième tour, il y ait cette unité des gens, des électeurs qui soutiennent le candidat qui sera élu le 27 novembre. Sport et football maintenant, Calédoniens et Néo-Zélandais se sont séparés sur un score nul et vierge hier à Yoshida, 0-0. Les Cagours ont livré un match agréable à regarder tant dans le jeu produit mais également dans l'engagement poussé par les 2000 spectateurs présents au stade de Yoshida de Kone. Jusqu'aux dernières minutes du match, les hommes de Thierry Sardo ont tout tenté pour inscrire ce but. Le seul bémol de cette fête du sport où aucun incident ne s'est produit. Alors au classement général, Nouvelle-Zélande reste donc en tête du groupe avec une victoire et un nul. Deuxième, la Nouvelle-Calédonie avec un match perdu et un nul. Et troisième, Fidji qui n'a pour l'instant disputé aucun match. Fidji qui sera le prochain adversaire des Néo-Zélandais en mars prochain et également l'adversaire des Cagoux. On enchaîne avec de la culture. Et cette exposition au collège de Rivière-Salée, elle vous plonge au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Présentée par l'association In Memorial, elle permet de découvrir l'histoire et les visages des soldats calédoniens et néo-zélandais partis se battre pour un pays qu'ils n'ont jamais vu. Un reportage de Lindsay Wamo. Alors là, je crois. Donc ici, vous avez le frère aîné de mon père, là. Là, c'est au moment où ils sont au casse-croûte sur le pont du bateau. Félix Vautrin est l'un des propriétaires des photos figurant dans l'exposition. Certaines sont de vieilles photos de famille qu'il a soigneusement conservées depuis plusieurs années. Il faut que les Calédoniens, s'accaparent. C'est à eux, c'est leur patrimoine. Et pour moi, c'est important. Avant de disparaître, il faut que ceux qui ont la mémoire, ceux qui ont la connaissance, il faut parler. Il faut laisser une trace de quelque chose. Juste en face, d'autres photos d'anciens combattants, celles de nos voisins de Nouvelle-Zélande, dont certaines sur les Maoris. For most of the time, they were doing labor work with tools and not fighting. But when they did fight, they fought well. And on one occasion, they were told to be silent until they captured the ground. And once they captured the ground, they performed the haka. So the chant from Maori was heard in Turkey. Cette exposition vise à présenter deux expériences de deux pays d'outre-mer durant la Première Guerre mondiale. Pour Joseph Vandégou, c'est l'occasion pour lui d'évoquer le passé, même si cela n'est pas toujours facile. On est fiers de ce qu'ils ont fait. Certains sont restés, malheureusement, mais ça fait partie aussi de leur décision. Comme pour la plupart de ceux qui étaient dans les tranchées, ils étaient gazés. Et ils n'ont pas vécu très longtemps. Mon père est mort à 62 ans. Dans le monde kanak, sur toute cette question ce qu'avaient fait les gens pendant la guerre, s'ils avaient été médaillés, par exemple, eh bien, c'est des choses qui ne sont pas tellement restées dans les mémoires. On a l'impression que tous ces vieux avaient traversé des choses sans doute très difficiles et quand ils sont rentrés, comme c'est souvent le cas, ils ont très peu parlé. Exposer dans un collège, c'est offrir les expositions, la science, la culture, l'histoire de ces Calédoniens, Kanak ou non, qui sont partis à la Première Guerre, c'était l'offrir aux jeunes, aux enfants. Ce projet est né d'abord en Nouvelle-Zélande en 2011, où elle a été vue par près de 65 000 visiteurs, avant de venir cette année en Nouvelle-Calédonie. On termine avec de la musique. Samedi, la commune de Tio va célébrer sa fête de la musique. Ça sera jusqu'à 22 h. L'occasion pour le groupe phare de la commune de fêter également ses 20 ans d'existence.
Je parle bien évidemment du groupe JVDK avec son leader mythique Alan Pouporan. Ce soir, celui que l'on surnomme Alan Lion nous montre où il trouve l'inspiration. Une rencontre avec Vanessa Kédé. De mes vieux. Hey. Un petit extrait du prochain album. Alan Pouperan, auteur-compositeur et originaire de Naketi à Kanala, mais a grandi sur Tio. C'est ici qu'il tire ses inspirations. Voici comment a débuté sa passion. On a commencé ici dans la maison, là. C'était dans la chambre. On a commencé le premier album. Au tout début, on jouait avec des boîtes de lait, des petits trucs à faire pour que ça soit une batterie. On prenait des cartons, on dessinait des guitares, des synthés pour faire quoi qu'on joue. Son premier album s'intitulait Numekende. Au fil des années, les membres du groupe se sont dispersés. Alan, lui, continue à passer ses idées sur le papier, si bien qu'un jour, en voyant ses textes, il décide de remonter un groupe. En manque de musiciens, il fait appel à sa famille. Ainsi est né JVDK, Justice, Vérité, Droit Kanak et l'écriture d'Alan. Je me mets à la place d'une personne qui est en difficulté, je me mets à la place de l'actualité de tous les jours par rapport au réchauffement et tout ce côté-là. Ça me touche, ça me blesse. Et spécialement pour ce reportage, Alan nous offre une nouvelle composition qui marque aussi les 20 ans de JVDK. Hommage à toi, JVDK. Tu as tant donné pour ton peuple, l'harmonie, le saut d'une réalité. L'intégralité de la chanson sera dans son prochain album prévu pour fin 2017. Pour Alan, sa relève est assurée. Voici donc qui met un terme à cette édition. À suivre, Sam et Maïté, j'ai testé pour vous, Mara et Chloé, et puis la météo. Bonne soirée à tous, merci, à demain.